Bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui sont en ligne et ravi de vous accueillir à Toulouse. Welcome to those who are not fluent in French, and we are happy that you are here and very glad that you will get your French lesson during this 1 day and a half. Alors, les troisième édition de ces rencontres. Vous avez, pour un certain nombre d'entre vous, eu l'occasion de venir ou d'écouter après coup. Et vous savez que le but de ces rencontres, qui sont organisées donc sous l'égide du plan France Médecine Génomique 2025, ont un objectif qui est de favoriser les échanges entre de multiples disciplines qui peuvent être concernées par les différentes facettes de la médecine génomique. Et donc, nous vous invitons à profiter de cette possibilité de rencontre, bien sûr à écouter les différentes sessions et ce que les orateurs auront à communiquer, mais également de ne pas hésiter, et on a la gestion des questions en ligne, donc même si vous n'êtes pas présent dans la salle, vous pouvez poser des questions et elles seront répétées pour que les intervenants puissent vous répondre. Ceci étant dit, je voudrais faire quelques remerciements. Parce qu'évidemment, des rencontres comme ça ne s'organise pas tout à fait tout seul. D'abord à Emmanuel, ma complice depuis de nombreuses années. Donc on est toujours contente d'organiser quelque chose à Toulouse. Ça fait plaisir de vous accueillir. D'autre part, à nos Lucie, puisque nous avons Lucie Morillon, qui est attachée au plan France Médecine Génomique, et Lucie Serre, qui est attachée à notre équipe et notre plateforme ici, et qui ont déployé des trésors d'ingéniosité pour arriver à ce que tout fonctionne, alors qu'en général, ça s'est passé cette fois comme d'habitude, ce sont les problèmes non prévus qui arrivent. Ça, c'est une règle. Merci au plan qui soutient ces rencontres et qui, en fait, favorise ces échanges, en fait. Et le but, c'est qu'in fine, il y ait des projets, il y en a déjà, mais des projets qui se développent suite, ou si c'est possible, à ce qui peut être discuté autour des rencontres. Alors, je ne vais pas faire très long, ce n'est pas prévu d'ailleurs, mais je vais vous lire une phrase qui est dans Le Monde du 1er juillet. Et qui est la suivante. Évidemment, je vais la paraphraser pour l'adapter à notre cas. Un bon gouvernement ne peut se passer d'un appui permanent sur les sciences sociales. C'est sans doute pour cela que les mauvais gouvernements commencent toujours par supprimer ces dernières. Donc c'est une phrase d'une sociologue, Dominique Méda, qui est prof de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Et donc, en lisant ça, je me suis dit, mais quand même, un bon plan national est un plan qui s'appuie de façon permanente sur des sciences humaines et sociales et qui cherche à les promouvoir plutôt qu'à les mettre sous le boisseau. Et donc, je suis très contente que le plan ait décidé, il y a longtemps déjà, d'essayer de soutenir et de faire naître des projets de recherche interdisciplinaires et impliquant les sciences humaines et sociales. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci à vous d'être là. Eh bien, je vais m'associer tout d'abord à Anne pour vous remercier d'être présent aujourd'hui et également en ligne. Bien évidemment, remercier nos Lucie, mais également tous les autres au sein de notre équipe, et notamment Marie qui est juste là, pour leur soutien à l'organisation de ces rencontres. Je voudrais juste dire 2 mots, et ça va être très rapide. Tout d'abord, pour vous dire qu'on a essayé de construire ce programme à partir de vos préoccupations, à vous, de terrain, que ce soit les sciences humaines et sociales ou les professionnels de la génétique, à travers le recueil de vos propositions
pour essayer de coller au mieux aussi avec vos attentes et du moins pouvoir les discuter tous ensemble. Donc je crois que c'était une nouveauté aussi de ces rencontres de cette année, que d'avoir ouvert aussi à des appels à propositions. Et puis nous aurons la chance d'avoir quelques communications orales que nous avons triées sur le volet pour cette session. Et puis vous parliez de la nécessité peut-être de continuer à soutenir les sciences sociales et puis qu'est-ce que aussi ces rencontres, à quoi ça peut conduire. Et donc je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors plusieurs d'entre vous ici sont au courant, mais nous avons donc obtenu une ANR sur l'amélioration en fait, et des pratiques d'information, de consentement et de non-opposition dans le domaine de la génétique. Alors on ne va pas couvrir tous les domaines. Donc la nouvelle est toute fraîche de la semaine dernière. Le plan est associé à ce projet et je l'en remercie. Et puis je remercie mes compères habituels, notamment Sandrine de Montgolfier, ici présente, et Sophie, Julia. Et voilà, il y en a pas mal d'entre vous ici qui sont associés à ce projet. On est très fiers parce que c'est une toute petite niche, la question qu'on se pose, mais elle touche finalement beaucoup de gens. Donc c'est une petite niche pour les sciences sociales, mais avec un impact assez conséquent dans le domaine de la santé publique et aussi donc, pour les patients et leurs familles. Donc je vais ouvrir le bal et appeler Frédéric Novak, que nous remercions chaleureusement, à nous présenter donc, les dernières avancées du plan et peut-être quelques éléments de son futur. Et je vous souhaite une très bonne demi-journée. Pendant qu'elle s'installe, j'associe les remerciements à Iman qui s'est occupé de toutes les missions pour les gens qui étaient invités et qui devaient venir. Donc c'est tout un travail aussi qui a été fait d'un peu loin, mais je sais peut-être qu'elle est en ligne. Et également tous les membres du comité de programmation dont Emmanuel a parlé et tous les membres actifs du comité de programmation ont joué un grand rôle dans un programme qui, j'espère, vous satisfera. Bonjour à tous. Donc, merci Anne, merci Emmanuel, puis merci à tous ceux qui sont présents dans la salle et en ligne. Je voulais commencer par vous rappeler la structure du plan France Médecine Génomique sur ce schéma très simple, qui est un plan qui est centré sur le patient, donc qui se passe dans le soin, avec la mise en place de préindications cliniques, la mise en place d'un parcours de soins, d'infrastructures dédiées avec des laboratoires de séquençage, un centre de référence et d'innovation, le CREFIX, et puis un plan qui se veut dans un continuum entre le soin et la recherche, avec le CAD, le collecteur analyseur de données, qui est l'infrastructure nationale de collecte de réanalyse des données. Et puis, vous voyez en dessous beaucoup d'actions transversales qui sont là pour venir supporter le plan, et en particulier toutes les questions liées aux sciences humaines et sociales et aux questions éthiques, l'évaluation médico-économique, mais encore les projets pilotes ou, par exemple, les collaborations internationales. Et en fait, ce schéma est la traduction du plan qui, à son origine, était écrit en 3 objectifs principaux et 14 actions, que je ne vais pas répéter, enfin vous lire ici, mais juste pour vous dire que sur ces 14 actions, 3 étaient directement liées aux sciences humaines et sociales, donc qui étaient les actions 8, 12 et 13, donc à la fois sur les côtés éthiques, la partie d'interaction avec toutes les parties prenantes et puis l'évaluation médico-économique. Donc les sciences humaines et sociales avaient été anticipées dès la mise en place du plan. Donc où en est-on 8 ans après ? Donc le parcours de soins a été structuré, c'est le schéma qui est en haut à gauche, je ne vais pas vous le représenter, vous le connaissez tous très bien, avec en particulier la structuration de réunions de concertation pluridisciplinaires. Les 2 premiers laboratoires de séquençage sont opérationnels, donc Sequoia au nord, Auragen au sud, et puis pour assurer une équité d'accès, la division du territoire en 2 parties égales en termes de population. La définition de préindication clinique, donc on en est à 76 à ce jour, 64 dans le champ des maladies rares,
3 pour l'oncogénétique et 9 en cancérologie, et puis la mise en place, dans un premier temps, pour permettre la réutilisation des données pour la recherche du collecteur analyseur de données. Et puis, depuis 2019, on est à 32 700 prescriptions qui ont été adressées au plan et validées en RCP, et puis plus de 20 000 comptes rendus qui ont été remis aux prescripteurs. En termes de données d'activité et d'évolution de l'activité, donc sur le graphique en haut à gauche, vous voyez l'évolution du nombre de prescriptions, donc avec une activité qui a démarré au milieu de l'année 2020, donc toute une période de pré-incubation et de structuration qui a été un peu longue, et puis depuis une augmentation très régulière de l'activité qui a plutôt tendance aussi à s'accélérer. Sur le graphique à droite, la répartition du nombre de prescriptions en fonction du champ des pathologies. Donc on a une très forte proportion des prescriptions pour les maladies rares, avec plus de 80% des prescriptions qui concernent les maladies rares. Et puis sur le graphique en bas et à gauche, l'évolution du nombre de comptes rendus, avec donc plus de 20 000 comptes rendus qui ont été remis, et puis là aussi une courbe qui s'accélère. En termes d'équité d'accès sur le territoire, avec les données qui nous sont remontées par les 2 laboratoires de séquençage, on peut avoir calculé la répartition des prescriptions sur l'ensemble du territoire rapportée à la population. Donc vous voyez cette donnée en haut à gauche dans le champ des maladies rares, donc du plus clair au plus foncé selon le nombre de prescriptions qui ont été remises. Et donc au premier trimestre de l'année 2024, et à droite, sur la carte en haut à droite, pour l'année 2023. Et on voit que c'est une carte qui est en train de se foncer progressivement et qui est relativement homogène. Donc ça, c'est un indicateur qui nous permet de mesurer qu'effectivement, l'accès au plan France Médecine génomique est le même selon la région dans laquelle le patient réside. En revanche, en haut et à gauche, en bas et à gauche, pardon, c'est pour la cancérologie. Et là, on voit qu'on a une répartition qui est beaucoup plus inhomogène et dans un premier temps qui était très répartie sur les 2 régions dans lesquelles se trouvent les 2 laboratoires, donc la région Île-de-France et la région Aura. Donc la situation s'améliore progressivement par rapport à l'année 2023, mais on voit qu'on a néanmoins une inéquité d'accès à rattraper en cancérologie. Alors le circuit génomique évolue au fur et à mesure et des actions sont menées régulièrement. Donc depuis l'année dernière et les dernières rencontres, la première nouveauté, ça a été de pouvoir permettre pour les patients atteints de cancer d'analyser des prélèvements fixés au formol et inclus en paraffine. Et ça, c'est beaucoup plus facile en termes de logistique pour les préindications de cancérologie, et donc c'est pour aider à augmenter le nombre de prescriptions. Donc c'est mis en place pour l'instant pour un déploiement progressif et depuis la fin de l'année dernière, et ça devrait se déployer progressivement. Et puis en relation avec la nouvelle loi de bioéthique, ça amène à plusieurs évolutions dans le cadre du plan. La première, c'est de permettre la prescription par des conseillers en génétique. Donc ça a été mis en place depuis le mois de juin dernier. Donc c'est tout récent. Il va être aussi possible de prescrire des tests dans le cadre du plan pour des personnes décédées. Et ça, nous sommes en train de finaliser par le biais d'une attestation que devra remplir le médecin prescripteur, qu'il a informé des membres de la famille. Et ce formulaire est finalisé en cours de validation à l'agence de biomédecine. Donc ça devrait être opérationnel très bientôt. Et puis l'évolution sur les données incidentes, où là encore, on attend les conclusions des travaux du groupe de travail des bonnes pratiques qui est piloté par l'agence de biomédecine et sur lequel il y a des difficultés, semble-t-il, à obtenir un consensus. Donc on attend vraiment la publication de ces recommandations pour y aller. Et donc ce sujet des données incidentes fait l'objet d'une des sessions des rencontres. Alors je ne vois pas, c'est écrit en petit, c'est demain à 14h. Voilà. Donc ce sujet sera abordé plus en détail demain.
Un des projets aussi qui avait été mis en place dès le lancement du plan, c'était son évaluation médico-économique, parce que pour l'instant, le séquençage est financé par le ministère de la Santé, mais à terme, les préindications cliniques ont vocation à être évaluées par la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, en vue de leur passage dans le système de soins classique et donc leur remboursement de façon pérenne. Et donc, dès le début du plan, avait été mis en place et financé par le ministère de la Santé plusieurs projets d'évaluation médico-économique. Le premier, qui est Sécogène, qui est un projet national qui va faire l'évaluation, ou qui est en cours plutôt, sur les laboratoires de séquençage et plus largement sur le parcours de soins. Et puis aussi dans les 3 projets pilotes du plan France Médecine Génomique, Déchidiag, Multisarc et Glucogène. Il y a également des volets ou des études d'évaluation médico-économique. Et puis, dans le cadre de l'initiative 1+ million de génomes, il y a aussi un groupe de travail qui est dédié à l'économie autour de la médecine génomique, qui d'ailleurs est piloté par Lynn, qui est présente ici. Et donc, on aura aussi une session des rencontres demain liées à ces aspects. Il y a aussi tout un travail important qui a été fait dans le cadre du plan, et Anne en était une des pilotes dès son origine, autour des consentements et de l'information des patients. Donc, en lien avec un groupe de travail qui était piloté à l'époque par le ministère de la Santé, donc la DGS, l'INSERM et puis Anne, des modèles de consentement ont été rédigés et adaptés à chaque situation pour les cancers, les maladies rares, les adultes, les apparentés, les personnes sous tutelle, etc. Et puis, en parallèle, avaient été rédigées 2 notices d'information, une pour les cancers et une pour les maladies rares et la génétique constitutionnelle. Et puis, en lien avec le collège des relecteurs de l'INSERM et un groupe pluridisciplinaire, ont été rédigées et publiées des notices d'information adaptés à plusieurs niveaux de compréhension, donc toujours pour les cancers et la génétique constitutionnelle, donc pour les adultes, les enfants et leurs parents. Donc ce travail ça a été l'objet d'un gros travail qui a été publié l'année dernière, et maintenant ces notices d'information vont être amenées à évoluer en fonction aussi de l'évolution du plan. Donc par exemple, pour prendre en compte les données incidentes quand ce sera possible dans le plan, pour envisager des appariements avec différentes bases de données. Elles ont vocation aussi à être évaluées dans leur pratique à la fois du côté des médecins et des patients. Et puis, comme Emmanuel le disait, il va y avoir un projet qui va juste être lancé autour justement du consentement et l'information des patients, dans lequel le plan est associé et qui va avoir aussi un volet d'évaluation. Voilà. Et on a aussi une session qui va être consacrée à la démocratie sanitaire en médecine génomique, donc demain à 11h. Le plan France Médecine Génomique, c'est aussi pour permettre la réutilisation des données pour la recherche, donc dans une dynamique de sciences ouverte avec les données les plus larges possibles, tout en assurant leur sécurité et en respectant un certain nombre de critères scientifiques et éthiques. Donc ça, c'est le cadre, avec l'accès aux données qui est validé par un comité scientifique et éthique, l'accès aux données dans des espaces sécurisés dédiés à chaque projet de recherche. Donc pour le moment, un accès a été validé pour 12 projets de recherche, et puis on a eu une grande étape le mois dernier, donc avec la déclaration de conformité du CAD à la CNIL, et Philippe Jean, qui est présent dans la salle, je l'ai vu mais je ne le vois plus, voilà, pourra vous en dire plus si vous le souhaitez. Et donc on peut passer à l'étape suivante du transfert des données au CAD, qui est maintenant possible d'un point de vue réglementaire. Et puis je ne l'ai pas noté sur cette diapo parce que voilà, on croise les doigts, mais il y a aussi un projet qui a été soumis, lui, dont on attend le résultat, autour aussi de cette notion de science ouverte.
Et puis, le plan participe aussi de façon assez large et mobilisée au niveau européen autour de l'initiative One Plus Million Genome. Donc, il y a pour objectif de permettre le partage des données génétiques et leurs données cliniques associées en Europe, à la fois dans un cadre de recherche, mais aussi pour les soins et les politiques de santé. Et donc, à la fois, le plan et le cadre participent à cette initiative qui est portée par le ministère de la Recherche pour la France. Et donc, dans ce cadre-là, sont financés plusieurs types de projets, enfin plusieurs projets. Donc, un autour de la mise en place d'une infrastructure fédérée pour le partage des données, dont le cadre sera le nœud français. Donc, c'est le projet GDI. On a aussi, au niveau des données, le projet Genome of Europe qui va conduire à permettre le séquençage et le partage des données de 100 000 citoyens au niveau européen. Et puis, en marge de ce projet, le plan ou le cadre participent à des projets qui sont eux aussi connectés à One Plus Million Genome, comme le projet Canil, ou plus récemment le projet RDRA dans le champ des maladies rares. Et donc, juste après, en fin d'après-midi, on va avoir une session qui est dédiée aux initiatives internationales et comment les SHS y sont associés. Et je voulais, pour terminer, vous présenter aussi que dans le cadre de cette initiative, il y a un nouveau groupe de travail qui s'est mis en place sur l'implémentation de la médecine génomique dans le système de soins, donc dans le cadre de l'initiative One Plus Million Genome, qui est pilotée par le Portugal et la France. Donc pour la France, c'est au niveau du plan, dans lequel participent 17 pays. Et donc il vient tout juste d'être lancé, donc il est dans sa phase de cadrage, mais il a pour objectif de construire un réseau à la fois de toutes les parties prenantes non expertes qui sont impliquées dans les médecines génomiques, pour à la fois voir quels sont les différents enjeux quand un pays veut implémenter de la médecine génomique dans son système de soins, et essayer de voir comment le favoriser, de faire un benchmark des différentes initiatives, et puis aussi de faire aussi une espèce de nœud où on pourrait trouver tout ce qui se fait dans différents pays autour de la communication vers les patients et les citoyens. Et dans le cadre de One Plus Million Genome, parce que les projets européens ou ces grandes initiatives sont toujours très complexes, il vient d'être lancé un appel à projets auquel on a répondu pour avoir des financements essentiellement de coordination. Et donc on va recevoir, si tout va bien, un financement pour nous aider à mener ces projets. Voilà, donc pour conclure, on est aujourd'hui à 8 ans après le lancement du plan France Médecine Génomique. Donc on peut dire qu'on a réussi à intégrer, on a montré qu'il était faisable d'intégrer la médecine génomique dans un système de soins national, en l'occurrence en France, à la fois pour les maladies rares et les cancers. Mais sur cette vue d'ensemble assez large, on voit qu'il y a encore beaucoup d'enjeux à adresser, en particulier le retard et le faible nombre de prescriptions pour les patients atteints de cancer comparé à ce qui se passe pour les maladies rares. Au niveau des maladies rares, il y a clairement un enjeu sur l'interprétation clinico-biologique et le délai de rendu des résultats. On s'est aperçu dès le départ que le parcours de soins était complexe, et donc il y avait tout un travail pour essayer de le simplifier au maximum et de faciliter toute la vie de toutes les personnes impliquées dans ce parcours de soins. On a clairement un enjeu encore sur le partage des données et l'accès aux données pour les recherches et les projets de recherche, parce que 8 ans après, le cadre n'est pas encore entré dans sa phase opérationnelle, et ça montre toute la difficulté de mettre en place une telle infrastructure. Et puis, on a aussi un enjeu autour de l'implication des patients et des citoyens au sens large, parce que clairement, on peut mieux faire à ce niveau-là. Donc, qu'y a-t-il après ? Nous sommes plan France Médecine 2025, et qu'en est-il de l'implémentation d'un plan 2030 ou de 2035 ?
Pour l'instant, il n'y a pas de scoop. Ce sont des discussions qui ont lieu au niveau des ministères et au niveau politique en ce moment. Et donc, comme vous le savez tous, on rentre dans une phase d'incertitude. Donc, on a clairement quand même l'appui et le soutien des ministères à la fois de la recherche et de la santé, avec le message que le plan ne s'arrêtera pas en 2025 et que de toute façon, je crois que tout le monde est convaincu de l'utilité de continuer le plan au-delà de 2025. Donc toute la question et tout l'enjeu maintenant, c'est de quelle impulsion on va lui donner. C'est-à-dire soit il reste comme ça, soit effectivement on arrive à avoir l'oreille des décideurs pour lui donner une nouvelle ambition et une nouvelle impulsion. En tout cas, c'est une phase qui est un peu décisive en ce moment, et c'est aussi le bon moment pour que chacun ou chaque communauté réfléchisse à comment le plan pourrait évoluer, et donc en particulier ici dans le champ des sciences humaines et sociales, c'est le moment ou jamais de voir comment on pourrait, dans le champ des sciences humaines et sociales, donner et venir nourrir le futur plan 2030 ou 2035 qui, je suis sûre, va arriver. Voilà, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, merci. Patrick Calvas, généticien honoraire à l'Université de Toulouse. J'ai été doublement surpris par le faible nombre de cancers qui avaient été traités. Quand le plan a été initié en tant que prescripteur en maladies rares, je pensais que les plateformes allaient être submergées par les demandes de cancer. Est-ce que vous avez des données plus précises sur le sujet? Surtout que vous avez transformé à la fin de votre exposé ceci en nombre de prescriptions. Alors bon, ça peut être le même compte pour vous. En ce qui concerne la prescription médicale, ce n'est pas exactement la même chose. Alors quel est le frein structural à ceci? Est-ce que c'est le succès des séquençages au débit plus ciblés, des exomes, etc. quoi? En fait, c'est multifactoriel. Donc, il y a un premier frein qui était quand même le recours au prélèvement congelé, qui, dans certains cas, est compliqué à mettre en place et voilà, c'est compliqué soit de rebiopsier le patient, soit le prélèvement n'a pas été congelé. C'est pour ça qu'on a fait tout un travail autour du formol et des prélèvements fixés en paraffine, qui nous a pris beaucoup de temps. Mais on espère que ça va donner une impulsion. Et déjà là, on l'a ouvert dans des sous-indications. Et on est déjà à 10% de prélèvements fixés depuis le début de l'année. Donc on voit qu'il y a une demande là-dessus. Il y a effectivement les grands panels qui rendent le service et qui permettent aussi, pour un accès dans la plupart des médicaments, permettent de rendre le service. Et donc c'est un peu ça. C'est aussi le fait qu'en cancérologie, il faille demander le consentement. C'est plus lourd que lorsque vous faites le circuit est plus compliqué en fait. Et dans le champ des maladies rares aussi, on a eu les chargés de parcours génomique, dont je n'ai pas parlé là, qui ont d'abord été financés dans le cadre du plan maladies rares, donc pour les préindications maladies rares, et on a vu que ça aidait beaucoup. Donc on a pu convaincre la DGOS de financer des chargés de parcours génomique qui se mettent en place progressivement sur tout le territoire pour la cancérologie, et on voit que ça aide aussi. Donc ça permet de mettre en place les circuits au niveau local, ça allège le travail des prescripteurs. Voilà. Mais effectivement, nous non plus, on ne s'attendait pas à ce 80-20. Au début, tout le monde pensait que ça allait être 50-50. Oui, je relais une question dans le chat et qui va très bien avec ce que tu viens de nous dire, donc de Sylvie Audan. Peut-on espérer que les chargés de parcours génomique seront pérennisés, car ils sont très précieux pour la réussite de ce parcours en génomique? Oui, alors on en a discuté avec le ministère de la Santé parce que le ministère avait fait une prolongation de financement pour 3 ans. Et là, le message qu'on a reçu du ministère, c'est qu'en fait, il est possible de les prolonger dans la mesure où ils sont... donc oui, c'est une action qui va être prolongée. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Nous allons donc enchaîner avec la présentation donc, des communications orales qui ont été sélectionnées par, vous l'aurez compris, notre groupe d'organisation de ce congrès. Donc nous aurons 4 présentations, chacune de 10 minutes, qui sera suivie de 5 minutes de questions.
Je serai intransigeante. Je rigole parce que j'ai une de mes collaboratrices qui sait que je vais être intransigeante sur le temps. Donc même avec les yeux doux, je serai intransigeante sur le temps. Non, on peut dépasser d'1 ou 2 minutes quand même, bien sûr. Et donc je vais appeler la première présentatrice. Nous n'aurons que des jeunes femmes cet après-midi. Je suis ravie. Donc Éléonore Viora-Dupont, vous êtes dans un service... Est-ce que vous êtes généticienne vous-même ? Donc interne en génétique, parce que je n'ai écrit que génétique médicale sur mon petit papier. Donc qui va nous présenter des premiers résultats, j'imagine, du projet DEFIDIAG DS dont a parlé Frédéric précédemment. Et le titre de votre intervention, c'est « Comprendre les motivations des patients à accéder aux données secondaires », additionnelles, secondaires, vous allez nous en parler, j'imagine, pour mieux appréhender la gestion des données incidentes au sein du plan France Médecine Génomique. Merci. Merci à vous, merci aux organisateurs d'avoir sélectionné ma présentation et donc de vous parler aujourd'hui de données secondaires. Donc en plus d'être interne en génétique médicale, je suis également doctorante en sciences humaines et sociales et c'est pour ça que je m'intéresse à ces questions-là au sein de l'équipe de la Fédération hospitalo-universitaire Translade de Dijon. Donc, puisque je suis la première à parler du sujet pour ces rencontres, juste quelques petites définitions. Qu'est-ce qu'on entend par données additionnelles, données incidentes et données secondaires ? Donc, les données additionnelles, c'est toutes celles sans relation avec la pathologie qui a conduit au test génétique. Les données incidentes, dont on va parler plus largement demain, ce sont quand ces données sont de découverte fortuite au cours de l'analyse génétique. Et les données secondaires, c'est lorsque l'on va rechercher de manière active ces données dans une liste préétablie de gènes. Ces données peuvent avoir un intérêt pour le patient en termes de prévention et de traitement, mais peuvent aussi être source d'inquiétude. De nombreuses équipes au niveau international se sont intéressées à cette question-là, mais souvent sous un volet hypothétique. Et donc nous, à Dijon, nous avons fait le choix de mener des études en situation réelle où on a proposé à des parents ou à des patients de leur rendre des données secondaires, donc dans une liste préétablie de gènes. Le but de notre première étude, qui s'appelait FIND et qui a eu lieu de 2017 à 2022, et dont je vous parle parce qu'elle a conduit à la réalisation ensuite de DEFIDIAG DS, le but était d'étudier les préférences des patients et l'impact du rendu de données secondaires à court terme et à moyen terme. Il y avait 3 centres experts en anomalies du développement qui participaient à ce projet. On avait interrogé 450 personnes et dans ce projet, on rendait des données secondaires de 3 groupes. Le groupe 1, c'était des pathologies à révélation tardive. Le groupe 2, c'était du conseil génétique. Et le groupe 3, c'était de la pharmacogénomique. Cette étude était déjà une étude de méthodologie mixte avec des échelles standardisées de qualité de vie, des questionnaires designés pour l'étude et un volet qualitatif avec des entretiens. Et comme vous le voyez sur ce schéma, je ne sais pas si on voit ma flèche, oui. On avait fait une étude longitudinale avec un suivi à 6 mois et 1 an. Et ce qu'a montré cette première étude, c'est que le diagnostic primaire reste la demande principale des patients, bien évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il y a une demande d'accès aux données additionnelles qui est forte dans la population française. Et la question principale qui nous intéressait dans FIND, c'était de mesurer l'impact psychologique du rendu des données secondaires. Cet impact est limité, mais il n'est pas inexistant. Et en fait, ce qui conditionne l'état psychologique post-rendu, c'est l'état psychologique pré-investigation. Les parents qui ont des antécédents d'anxiété ou dépression sont plus sujets à avoir un haut niveau d'anxiété ou de dépression post-rendu des résultats. Les points qui ont été soulevés par FIND et qui restent à approfondir et qui, du coup, sont approfondis dans DEFIDIAG DS, c'est l'influence du discours médical, puisque 80% des parents interrogés dans FIND voulaient avoir accès aux données secondaires, mais ce taux était variable en fonction des centres avec une différence significative. Donc on s'est posé la question, est-ce que le discours médical joue sur le fait de vouloir recevoir ou non les données secondaires ? La deuxième chose qui pouvait poser un peu
question dans Fine, c'était qu'on est allé rechercher des données secondaires chez des mineurs. Donc on a rendu des prédispositions à des pathologies à révélation tardive chez des mineurs, alors que c'est contraire au principe du diagnostic présymptomatique. Donc dans DEFIDIAC-DS, on a fait le choix de proposer d'aller rechercher les données secondaires chez les parents des patients inclus dans DEFIDIAC. Et enfin, la question de l'actionnabilité des DS reste à approfondir, puisqu'on a fait un suivi qu'à 1 an. Et donc là, on poursuit le suivi à 10 ans pour voir s'il y a vraiment un impact sur la vie des patients en termes d'actionnabilité. Les questions qui n'ont pas été résolues par Fine ou non traitées, c'est l'étude du choix de non-accès. Et donc, on a fait le choix dans DEFIDIAC-DS d'interroger particulièrement les parents qui n'ont pas voulu avoir accès aux données secondaires pour comprendre leur motivation. L'autre chose, c'est que dans Fine, on proposait une information dédiée de 45 minutes avec un conseiller en génétique pour parler des données secondaires. Et donc, dans DEFIDIAC-DS, il a été fait le choix, là, de faire une information en vie réelle au sein de la consultation d'inclusion dans le projet DEFIDIAC. Et donc, avec un temps d'information dédié beaucoup plus court que ce qui avait été fait auparavant. Et enfin, autre point qui commence à être soulevé dans Fine, mais pas du tout approfondi, c'est l'impact sur les familles. Et donc ça, c'est vraiment un point clé dans notre design de DEFIDIAC-DS. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter. Je vais me concentrer sur la possible influence du discours médical et sur l'étude du choix de non-accès. Donc, pour reparler un petit peu de la méthodologie de DEFIDIAC-DS, on a utilisé une méthodologie mixte et longitudinale. On proposait aux parents donc d'avoir accès aux données secondaires au moment de l'inclusion dans DEFIDIAC-DS et on interrogeait les parents au moment du rendu des résultats. On avait 3 groupes de parents qu'on a interrogés. Les parents qui ont changé d'avis à la suite de l'étude, interrogés par questionnaire. Les parents qui ont choisi de ne pas avoir accès aux données secondaires, interrogés par questionnaire et ou entretien. Et enfin, les parents qui ont reçu une donnée secondaire, interrogés par questionnaire et par entretien au moment du rendu des résultats et 1 an après le rendu des résultats. Donc, première chose, donc, là vous voyez sur cette carte les pourcentages de non-accès aux données secondaires par ville. Donc, sur l'ensemble du territoire, on est à peu près à 85% de choix d'accéder aux données secondaires, donc 15% de non-accès. Et vous voyez qu'il y a une grande disparité entre les villes, ça va de 3% à 41,5%, ce qui montre qu'il y a possiblement une influence du discours médical. Mais comme je vous l'ai dit, on était en vie réelle et donc on ne sait pas du tout ce que les médecins qui ont inclus dans le projet ont dit aux patients. Et donc, et surtout que peu de parents nous disent qu'ils se sont sentis influencés dans leur prise de décision. Vous voyez, seulement 12% des parents qui ont choisi de ne pas avoir accès aux données secondaires se disent influencés dans les questionnaires. Et donc, on est allé rechercher s'il y avait d'autres facteurs qui avaient pu influencer leur prise de décision. Le sexe, l'âge, la place de l'analyse dans le parcours génétique, en fonction de est-ce que c'est la première analyse que les parents faisaient ou est-ce qu'ils avaient subi un long parcours d'errance diagnostique, le niveau socio-professionnel, et puis le délai de réflexion. Il était proposé dans DEFIDIAC-DS un délai de réflexion aux parents pour qu'ils puissent nous donner leur réponse sur le choix d'accéder ou non 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'inclusion dans DEFIDIAC. Et donc, à notre grande surprise, la place de l'analyse dans le parcours génétique n'a pas du tout influencé les parents. On aurait pu croire que ceux qui sont en errance depuis longtemps veulent avoir plus accès aux données secondaires que les autres. Pas du tout. Le sexe et l'âge semblent avoir une influence. Les pères souhaitent un peu moins avoir accès aux données secondaires et les parents les plus jeunes également. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est le délai de réflexion qui est vraiment le marqueur qui a influencé le choix des parents. Vous voyez, les parents qui ont demandé un délai de réflexion, ils sont 27% à avoir fait le choix de ne pas avoir accès aux données secondaires, contre 11,5% chez les parents qui n'ont pas pris de délai de réflexion. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous et sur lequel il nous semble important de travailler. D'autant que, en fait, ce délai de réflexion est très variable
en fonction des centres. Et du coup, c'est peut-être ça qui explique les disparités entre les centres. Donc on est en train d'essayer de faire des analyses statistiques un peu plus poussées pour montrer ça. On est un peu limité parce qu'on a des centres où il y a très peu de participants. Et donc c'est un peu compliqué de faire des statistiques là-dessus, mais on va y arriver. Pour aller un peu plus loin, ce qui nous intéressait, nous, c'était aussi d'écouter les parents, savoir ce qu'ils avaient à nous dire sur quelles étaient leurs motivations pour accéder ou non aux données secondaires. Donc on a interrogé à peu près 80 parents qui n'ont pas souhaité avoir accès aux données secondaires, 10 parents qui ont changé d'avis et 35 parents qui ont reçu des données secondaires. Et lorsque, du coup, on interroge ces parents qui ont choisi de ne pas avoir accès aux données secondaires, ils disent avoir un haut niveau de satisfaction vis-à-vis de l'information communiquée. Donc, il est important de donner une information claire aux parents. Les raisons de ce choix, c'est le risque d'inquiétude et les conséquences en termes de prise en charge. On sait que ces parents ont déjà un suivi lourd pour leur enfant et donc ils ne veulent pas forcément se rajouter de suivi pour eux-mêmes. Et puis, comme on les a interrogés à distance de leur prise de décision, on a pu leur demander s'ils avaient des regrets. Donc, peu de parents expriment des regrets, mais 50% des mères sont hésitantes. Et dans les entretiens, il y a quand même 7 parents qui nous disent qu'ils auront peut-être des regrets dans le futur, notamment s'ils développent un cancer ou une maladie cardiovasculaire qui aurait pu être dépistée à ce moment-là. Pour les parents qui ont changé d'avis, ceux qui finalement ne souhaitent pas avoir accès aux données secondaires donnent à peu près les mêmes arguments que ceux qui initialement avaient fait le choix de ne pas avoir accès. Le risque d'inquiétude, ils disent penser que ce n'est pas finalement important, ne pas être utile. Et puis il y en a quand même 2 qui disent avoir changé d'avis après discussion avec la famille. Donc la prise en compte de l'avis de la famille est aussi importante. Et puis ceux qui finalement ont choisi d'avoir accès aux données secondaires disent qu'ils veulent avoir toute l'information donnée par ces nouveaux tests et puis veulent pouvoir se préparer psychologiquement, ce qui ressort également de ceux qui ont reçu une donnée secondaire. En fait, ce qui compte, c'est le côté actionnabilité de la donnée secondaire, le côté anticipation, prévention, et puis le côté opportunité du test génétique. On me propose un test, donc autant en profiter. Et vous voyez également dans les questionnaires, ce qui ressort, c'est le côté information à la famille d'un risque possible. Ils ont bien compris que si on trouve quelque chose, il faudra informer leurs parents, leur famille, et donc c'est important pour eux de pouvoir en parler. Donc là aujourd'hui, je vous ai présenté donc, l'étude des motivations des parents, la possible influence du discours médical, mais du coup qui reste à étudier un peu plus finement. Et donc ce qui nous reste principalement à étudier, c'est le côté actionnabilité et impact sur la famille. Et donc ça fait l'objet du suivi à long terme de nos patients. À 1 an, on est en train de collecter les entretiens et les questionnaires à 1 an des résultats. Donc je pourrais venir vous en reparler dans 1 ou 2 ans quand on aura collecté tout ça et analysé tout ça. Et donc, en conclusion, ce qui nous semble important pour nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on tire de nos études sur les données secondaires FIND et DEFIDAC-DS pour pouvoir gérer les données incidentes, c'est de faire attention aux conditions de vie des patients, leurs antécédents psychologiques, leurs conditions socio-économiques. Il est important de renforcer le temps d'une information dédiée et puis de permettre aux patients, aux parents, de prendre un temps de réflexion vis-à-vis de ces données secondaires. Il y a des parents qui nous disent en entretien « j'aurais juste eu 10 ou 15 minutes avec mon conjoint pour en discuter en salle d'attente, ou en tout cas sans le médecin, ça m'aurait aidé dans ma réflexion ». Et enfin, bien sûr, il faut poursuivre les études en vie réelle pour mesurer l'impact du rendu des données additionnelles à long terme. Donc c'est pour ça qu'on poursuit le programme FIND à 10 ans, qu'on est en train de poursuivre DEFIDAC-DS, et puis qu'il y a d'autres projets qui arrivent, comme dans Glucogène, où il va y avoir aussi un volet sur les données additionnelles. Voilà, je remercie l'équipe de DEFIDAC-DS qui travaille avec moi sur le sujet, le CIC 1432 qui m'aide au niveau méthodologique, bien sûr mon équipe du GAD, les patients, leurs familles, et vous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors attendez, j'arrive. Can I say one thing for those, before I give you the word, for those who are not completely familiar, DEFIDAC
is the research project associated to the French plan about the diagnostic using the genomic medicine and the sequencing for intellectual disability deficiency. Okay. Bonjour, Delphine Dupin-Deguine, je suis généticienne à Toulouse. Généticienne. Juste sur l'impact du rendu des données secondaires, sur le travail que vous avez amorcé et que vous allez faire, vous avez, j'imagine, dissocié deux groupes en fonction de... Il y a une donnée secondaire et il y a un diagnostic principal, il y a une donnée secondaire et il n'y a pas de diagnostic principal. Oui, tout à fait. Au moment du rendu des résultats, les parents ont des questionnaires différents en fonction qu'ils aient aussi reçu une donnée primaire pour leur enfant ou non. À 1 an, on a arrêté de mixer parce qu'on a beaucoup de perdu de vue et donc en termes de puissance statistique, on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais au moment du rendu des résultats, effectivement, on a des questionnaires différents et nos entretiens sont aussi un petit peu différents. Oui, bonjour, Nicolas Chassin, généticien aussi à Toulouse. Merci pour la présentation. J'ai une question sur le délai de réflexion. Il est imposé ou il est choisi? C'est-à-dire, les couples décident d'avoir un délai de réflexion ou on leur dit ce sera dans 3 mois que vous prendrez votre décision? Eh bien, malheureusement, c'était pas marqué dans le protocole texto combien de temps il fallait laisser aux parents. Et donc, il y a des centres qui ont imposé un délai de réflexion et qui ont recontacté les personnes 1 mois après. Il y a des parents qui ont pris tout le temps de l'analyse des FIDIAG pour réfléchir et qui n'ont donné leur réponse qu'au moment du rendu des résultats des FIDIAG. Donc, en fait, on a des grosses disparités. Malheureusement entre les personnes. Je pense que ça peut être intéressant à étudier, ça peut entraîner un biais en fait. Ceux qui demandent à réfléchir seront plus aptes à refuser. Alors, Tiffaine Adam de Baumé, donc elle dit bravo. Est-ce que l'impact psychologique a été évalué chez les mineurs? Est-il possible d'avoir un résultat des données secondaires dans un second temps? Alors, on n'a pas étudié que ce soit dans des FIDIAC-DS, on n'était qu'avec des parents, donc des adultes, et donc on n'a pas étudié cette question-là. Et dans Fine, je pense qu'il y a un micro ouvert. Et dans Fine, on a étudié l'impact psychologique que chez les parents et pas chez les mineurs. Mais effectivement, c'est une question très intéressante et c'est un des points sur lequel, du coup, sur Fine, on était... qui méritait qu'on retravaille. Sandrine de Montgolfier, excusez-moi, chercheur en éthique médicale, pour vous remercier pour ce projet qu'on suit là depuis plusieurs années, bien sûr, dans ses différentes facettes. Alors moi, j'ai trouvé que la question justement d'aller interroger les personnes qui finalement ont choisi de ne pas avoir ces données secondaires était très intéressant, et en particulier cette question du temps de réflexion. Je vous rappelle que dans les recommandations justement éthiques à la réflexion pour prendre une décision éclairée ou en connaissance de cause, cette question du temps avait été mise comme un point essentiel, puis petit à petit avait été un peu peut-être oubliée de temps en temps. En tout cas, ça réaffirme le questionnement autour de cette pratique, et ça voilà, c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on aborde sur comment on peut prendre une décision éclairée sur un sujet aussi complexe sans temps. Oui, ça va. Je remercie ceux qui ont designé des FIDIAC-DS, parce que moi j'étais pas là au début du projet, mais qui ont eu cette idée de dire on va mettre un temps de réflexion, parce qu'effectivement ça remet bien effectivement qu'il faut laisser du temps aux patients pour prendre leurs décisions, que ce soit là pour avoir accès aux données secondaires, mais de manière générale quand on propose des examens de génétique qui ont un fort impact. Moi, j'ai aussi travaillé en prénatal, c'est pas évident pour les parents de prendre des décisions comme ça au sein d'une consultation qui parfois est très courte, quoi. Merci beaucoup. On va arrêter les questions. Pour ceux qui en auraient, dont moi, ce sera à la pause. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous passons donc maintenant à la présentation suivante. Donc je te présente, et je présente donc ta communication. Donc Margot est sociologue au CHU de Dijon dans le centre de génétique, et elle va nous parler d'un sujet extrêmement important puisque tout neuf, celui du dépistage néonatal génomique en France, avec j'imagine la présentation de premiers résultats
sur une étude de l'acceptabilité sociale parentale de la proposition de ce dépistage néonatal génomique. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, bonjour à tous et merci pour l'opportunité de présenter nos travaux aujourd'hui. Donc, je suis Margot, sociologue au sein de la Fédération hospitalo-universitaire Translad, et je vais pouvoir vous présenter effectivement quelques données préliminaires à propos de l'étude d'acceptabilité sociale parentale de l'extension du dépistage néonatal, coordonnée par Camille Level. Pour commencer, je vais faire quelques rappels. Le dépistage néonatal, c'est le petit test qu'on fait à la naissance en piquant le talon du bébé pour détecter une maladie rare. Actuellement, on dépiste 13 maladies plus la surdité à la naissance, mais c'est globalement moins que chez nos voisins européens. En France, on est un des premiers pays à avoir mis en place ce dépistage néonatal. Et après une gestion associative jusqu'en 2018, ce dépistage a été complètement réorganisé. Et depuis, on note une accélération de la dynamique autour de l'extension, mais qui n'est pas forcément en phase avec les rapidités de l'évolution scientifique. Le dépistage néonatal, actuellement, n'utilise que des tests biologiques, et ça peut parfois poser quelques problèmes, puisqu'on est soit dans une zone grise par effet de taux, soit la maladie n'a tout simplement pas de marqueur, donc elle n'est pas détectable par les outils habituels. Et avec l'arrivée de traitements, la question de les détecter le plus tôt possible va se poser pour beaucoup de maladies génétiques rares. Et une fois qu'elles seront traitables, pour prendre en charge le mieux possible les enfants malades. On va être très vite limité par les outils actuels. Donc, au sein de la FHU Translad, on s'intéresse plus particulièrement à une évolution scientifique, la diffusion du séquençage haut débit. Et avec cette technique, on pourrait, à l'aide d'un seul outil, détecter plusieurs centaines de maladies. Assez schématiquement, on peut filtrer de façon à n'avoir que des maladies sélectionnées. Dans le cadre du dépistage, ce sont des maladies pédiatriques actionnables, et c'est ce qu'on appelle le panel in silico. Par ailleurs, la loi française de bioéthique autorise à présent l'utilisation de tests génétiques en première intention dans le dépistage néonatal. Et si on le couple avec le fait d'avoir de plus en plus de maladies traitables, il n'est pas étonnant de voir que la thématique du dépistage néonatal génomique est creusée de façon internationale, comme vous pouvez le voir ici, puisque cette technologie devient de plus en plus abordable. On note également une réelle attente des patients et de leurs familles à voir s'élargir le dépistage néonatal. Je vais donc pouvoir vous présenter le projet CEDEN, qui a pour objectif d'évaluer l'acceptabilité sociale de l'extension du dépistage néonatal en France et les spécificités liées à la génétique en première intention. Ce projet s'articule en 4 volets. Un premier autour de la cohérence des politiques nationales et internationales et 3 enquêtes auprès des professionnels, des parents et des décideurs publics. Nous allons pouvoir nous intéresser plus particulièrement à la partie CEDEN P3 qui concerne l'avis des parents. Nos hypothèses de départ étaient les suivantes. Les parents d'enfants sont globalement favorables à l'extension du dépistage néonatal et leur avis diffère selon s'ils sont concernés ou non par une maladie rare et en lien avec leur représentation sur la génétique. Pour tester ces hypothèses, nous avons mis en place une méthode mixte basée sur un design de triangulation des données quantitatives et qualitatives. Et concernant les critères de sélection, classiquement au projet de recherche hospitalier, les parents devaient résider en France et parler couramment français pour comprendre le questionnaire et faciliter les échanges lors de l'entretien. Ils devaient aussi avoir entre 18 et 60 ans pour permettre le mix des données des résultats quantitatifs et qualitatifs. Pour les enfants, le critère d'âge varie en fonction des populations interrogées. Et concernant ces populations interrogées, on a donc 2 populations de parents en France, des parents en population générale et des parents d'enfants porteurs d'une maladie rare. Les parents en population générale ont été interrogés par questionnaire. Il s'agit de parents d'un nouveau-né ou d'un enfant de moins de 3 ans. Nous ne ferons pas la distinction entre ces 2 populations et elles seront indiquées en bleu dans cette présentation. Pour les parents d'enfants porteurs d'une maladie rare,
elles ont été interrogées par entretien pour leur part. Et cette population est divisée en 2 sous-groupes de parents en fonction du contexte diagnostique de l'enfant. Le diagnostic devait dater de moins de 5 ans afin de minimiser le biais de mémoire. Donc, si le diagnostic fait suite au dépistage néonatal, il est réalisé à la naissance et l'enfant est âgé de moins de 5 ans. Si le diagnostic intervient sur base de signes cliniques, il est réalisé à tout âge, donc on prend comme référence le nombre d'années écoulées depuis le diagnostic. Vous pouvez voir ici le nombre d'entretiens réalisés à ce jour, en violet pour les pathologies concernées par le dépistage néonatal actuel, et en rose pour celles dont le dépistage néonatal fait encore débat. Et je vais pouvoir vous présenter déjà quelques résultats. Donc, pour les parents interrogés en France, ils sont globalement favorables à l'extension du dépistage néonatal avec ou sans génétique. Lorsqu'on regarde plus en détail, en population générale, 93% des parents interrogés sont favorables à l'extension sans génétique. Et ce taux est de 88% lorsqu'on parle d'extension avec génétique. Pour les parents d'enfants porteurs d'une maladie rare, ils sont tous favorables à l'extension du dépistage sans génétique. En revanche, lorsqu'on parle d'extension avec génétique, l'écart se creuse entre ces 2 populations interrogées par entretien. Ici, les parents concernés par le dépistage néonatal actuel semblent plus favorables et nous allons pouvoir présenter les raisons qui peuvent faire pencher la balance en faveur ou en défaveur de l'extension du dépistage néonatal. Nous pouvons voir ici que certains parents semblent méfiants quant à l'utilisation de l'ADN contenu sur les buvards. D'autres s'interrogent sur ce nouveau test et s'il ne sera pas plus invasif pour l'enfant. Et ces éléments peuvent soulever chez certains parents un questionnement éthique. Mais comme vous pouvez le voir, certains éléments découlent plus de représentations liées à la génétique que de connaissances réelles. Pourtant, est-ce qu'on ne serait pas finalement tous concernés par la maladie et l'aspect génétique? En France, 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare. Ça représente 4,5% de la population. Or, 80% des pathologies sont d'origine génétique. Ces personnes sont en surreprésentation au sein de notre étude, puisque 13% des parents en population générale sont concernés par une maladie rare dans leur entourage. Et concernant les pathologies que nous avons investiguées, aussi bien celles concernées par le dépistage néonatal actuel que celles encore en débat, ce sont principalement des maladies génétiques, même si le test utilisé pour les diagnostiquer ne l'est pas. La question des spécificités génétiques se pose donc déjà chez les parents d'enfants porteurs d'une maladie rare. Les parents sont effectivement déjà concernés par l'aspect héréditaire de la pathologie de leur enfant, même si on peut voir que le niveau de connaissance de la génétique n'est pas le même chez tout le monde, et que cela peut créer une certaine incompréhension au sein des familles. Et le questionnaire auprès des parents en population générale a mis en évidence un certain nombre de critères de choix pour intégrer ou non une pathologie au dépistage néonatal. On retrouve également ces critères dans le discours des parents d'enfants porteurs d'une maladie rare. On peut voir que les parents interrogés accordent une grande importance à l'existence d'un traitement ou d'une prise en charge. Ici, le papa souhaite dépister uniquement les pathologies avec un traitement déjà opérationnel ou à venir. Les caractéristiques de la pathologie sont également un élément récurrent dans le discours des enquêtés. C'est ce qui ressort dans cette citation où la maman aurait souhaité savoir en quoi consistait la pathologie de son enfant afin de mieux y faire face. L'âge de révélation de la pathologie a lui aussi une influence dans la question de l'intégration au dépistage néonatal. Certains parents se disent effrayés à l'idée de savoir une maladie à l'avance, alors qu'une autre partie des parents préfèrent tout savoir et ce le plus tôt possible, afin de se préparer, pouvoir mettre en place un suivi précoce et limiter l'errance. La fréquence de la maladie revient également dans les critères de choix des parents. On le remarque ici dans le discours de cette maman qui souhaite dépister les maladies les plus fréquentes. Nous avons vu précédemment que le traitement et la prise en charge avaient une grande importance pour les parents interrogés en France. C'est effectivement ce que l'on retrouve lorsqu'on creuse la question du type de pathologie intégrée au dépistage néonatal. Pour les parents en population générale, ils sont plutôt en faveur de pathologies qui disposent d'un traitement ou d'une prise en charge. Malgré tout, 74% des parents en population générale trouvent acceptable ou complètement acceptable de dépister à la naissance une maladie sans traitement ni prise en charge. On retrouve cette réflexion dans le discours des parents d'enfants porteurs d'une maladie rare.
Ici, on peut voir que la maman ne souhaite pas dépister des maladies sans traitement, alors que ce papa l'envisage davantage si d'autres solutions sont à mettre en place. D'autres, comme cette maman, souhaitent dépister des maladies malgré l'absence de traitement ou de prise en charge, en nourrissant bien sûr l'espoir que la recherche avance rapidement. Nous avons pu identifier dans le discours des parents d'enfants porteurs d'une maladie rare des éléments qui expliquent ce choix, comme pouvoir nommer la maladie, limiter l'errance, avoir le temps de se préparer et pouvoir informer la famille. Pour conclure, cette étude montre globalement l'acceptabilité de l'extension du dépistage néonatal pour les parents interrogés. Les enquêtés n'évoquent pas de frein majeur, bien que beaucoup soient concernés par une maladie rare et l'aspect génétique de celle-ci. On note un niveau de connaissance inégal qui peut amener à des représentations erronées. Les résultats de cette étude montrent que la question du type de pathologie intégrée reste centrale, notamment car les parents ne valorisent des bénéfices non intégrés pour le moment dans les décisions publiques actuelles. Et l'utilisation de la génétique introduit également une réflexion quant à la faisabilité et les spécificités que nous continuerons d'investiguer dans une autre étude, Périgénomède. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci de votre présentation. Sandrine Marlin, responsable du centre de référence surdité génétique. Je suis toujours assez étonnée que dans ces études, on ne prenne pas en compte les nombreuses données qui existent sur le dépistage néonatal des troubles de l'audition, qui existent déjà depuis 10 ans en France et qui a amené énormément de données sur l'acceptabilité, sur les répercussions, même si ce n'est pas les mêmes méthodes, même si ce sont multiples symptômes. Et donc, je suis toujours étonnée qu'on mette ce dépistage à part et qu'on ne prenne pas en compte ces données parce qu'elles existent. Et on a 10 ans de recul. D'autre part, je voudrais parler des mots parce que je suis assez étonnée qu'il y ait des parents ou qu'il y ait 11% des gens qui parlent de maladies sans prise en charge en 2024 en France. Et donc, j'aimerais savoir quels ont été les mots qu'on a employés pour le questionnaire. Et je suis aussi étonnée de ne pas voir le mot conseil génétique ou parentalité. Alors, merci pour votre réponse. Alors, je vais tenter de répondre aux deux questions. Alors, pour la surdité, effectivement, alors, on a fait un premier travail de veille bibliographique où, effectivement, on a vu la richesse des articles pour la surdité. Effectivement, on s'est concentré sur les maladies qui étaient dépistées via le BUVAR, puisque en fait le test, l'extension génétique serait associée au BUVAR. Mais effectivement, c'était en réflexion pour étendre cette étude d'acceptabilité sociale parentale, ouvrir cette partie à la surdité, puisqu'effectivement ce n'est pas tout à fait le même test et donc les mêmes répercussions au niveau de l'annonce et du circuit. Vous avez tout à fait raison. C'est pour l'instant en discussion pour le après, on va dire. J'espère avoir pu répondre à votre première question. Et pour votre deuxième question, pour les mots, alors pour le questionnaire, en fait, étaient intégrées des vignettes avec des présentations de maladies, donc à révélation tardive, des maladies sans traitement, comme Duchenne, par exemple, où il y a une prise en charge, mais pas de traitement actuellement. Et les parents devaient se positionner avec une échelle de Likert, donc complètement acceptable, etc. Là-dessus. Donc, on avait proposé plusieurs types de pathologies. Pour le conseil génétique, effectivement, ça a été effectivement demandé en entretien
c'est quelque chose qui est systématiquement évoqué soit par les parents, soit par moi en relance lors de l'entretien. Effectivement, là, ce ne sont que des données préliminaires, donc on n'a pas encore l'ensemble de l'analyse. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui est effectivement investigué, bien sûr. J'espère avoir pu répondre à votre question. Merci Margot. Je vais te poser une dernière question qui est dans le chat. Donc de la part de Madame Robert, qui est psychologue clinicienne en génétique à Lyon, et qui voudrait savoir, quand tu as évoqué dans ta présentation les représentations erronées de la génétique dans tes résultats, à quoi tu faisais exactement allusion? Donc quel type de présentation, quelles croyances sont évoquées notamment par les participants? Merci pour cette question. Alors, ce qu'on retrouve beaucoup en représentation erronée, c'est une forte peur du passage par l'eugénisme. Donc, voilà, c'est toutes les citations qu'on retrouvait. Alors, je vais regarder en même temps pour pouvoir vous les citer. Mais des choses, voilà, porte ouverte à l'eugénisme, l'évocation de Bienvenue à Gattaca, des choses comme ça, voilà, des choses qui font assez peur et qui effraient les parents. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. On a aussi des questions de combien il faudra de tubes de sang, de choses comme ça. Donc, on voit que les parents ne sont déjà pas forcément au courant de comment ça se passe actuellement, le dépistage néonatal. Donc, ils ne savent encore moins comment ça va se passer à l'avenir. Voilà. Marion Drouin-Mollard, je suis psychologue clinicienne. Je me demandais sur la question de l'acceptabilité, dans quelle mesure vous aviez aussi pris en compte les effets que ça pouvait avoir dans le lien parent-enfant, ces recherches. Merci aussi pour cette question. Alors effectivement, c'est un point qui est tout le temps dans nos têtes, justement, puisque voilà, c'est vraiment une question très récurrente. Et moi, je l'ai investigué dans mes entretiens pour savoir un petit peu le avant-après. Donc là, j'ai deux types de populations que j'ai interrogées par entretien, vous l'avez vu. Donc des petits bébés, on va dire, des enfants de moins de 5 ans et des parents qui ont appris le diagnostic de leur enfant au cours de l'enfance. Et donc, j'ai pu vraiment investiguer voilà, s'il y a eu du changement et comment ça s'est passé. Et effectivement, à première vue, le lien n'a pas forcément vraiment évolué ou alors il a été écorné, mais que très ponctuellement, par un passage un petit peu d'instinct de survie. Mais voilà, le lien parent-enfant n'a pas forcément été impacté négativement, ou par exemple des parents se sont un petit peu sentis dépassés. C'est plutôt une surprotection qu'on voit dans ce changement du lien parent-enfant. Merci. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une autre question dans le chat, auquel cas on y répondra par écrit, on te fera passer la question. Merci infiniment, y compris d'avoir respecté le temps. Ce que j'espère sera le cas de Madame Lisa Ferriol. C'est une blague, c'est ma doctorante, donc j'ai le droit de blaguer avec elle. Donc Lisa Ferriol, qui est donc juriste, doctorante en droit de la santé, et qui va, donc ici dans notre laboratoire, vous l'aurez compris, qui va donc nous parler d'un sujet, à mon avis, qui va intéresser aussi tous ceux qui s'intéressent aux données et à la réutilisation des données. Donc le sujet étant les plateformes du PFMG et l'espace européen des données de santé, et elle va s'interroger sur son niveau d'interopérabilité. Cette présentation a été également préparée avec Gauthier Chassan qui est dans la salle. Lisa, tu as 10 minutes, merci. Donc déjà bonjour à tous et à toutes. Comme l'a introduit Emmanuel, je vais essayer de vous présenter les implications du futur règlement européen sur l'espace européen des données de santé pour les plateformes du plan France Médecine Génomique. Donc, pour commencer, à propos de ce futur règlement, il s'inscrit dans ce qu'on appelle la stratégie européenne pour les données qui a été présentée par la Commission européenne en février 2020 et qui vise en fait à créer un marché unique de la donnée à travers différents espaces communs sectorisés de données, et la santé a été identifiée comme secteur prioritaire.
La Commission européenne, elle a publié sa proposition de règlement en mai 2022. Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus récemment à un accord en avril dernier pour une adoption d'ici la fin de l'année 2024. Pour l'entrée en application, les discussions du texte ont revu les délais et ont convenu d'une entrée en application vraiment progressive, 2028 très certainement pour ce qui est l'utilisation secondaire et 2030 pour ce qui concerne les données génétiques génomiques. Dans les très grandes lignes, le règlement il a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'utilisation primaire des données de santé, c'est-à-dire permettre la circulation de ces dernières au service de la prise en charge des citoyens européens au sein de l'Union européenne. On a déjà un dispositif qui est existant et qui devient désormais obligatoire. Les données génétiques et génomiques interprétées apparaissent être inclus dans les catégories de données concernées. Le deuxième grand objectif sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est donc la facilitation de l'utilisation secondaire. Ah, pardon. Pardon, oui. Désolée. Ou réutilisation des données de santé, c'est-à-dire l'utilisation des données pour des finalités différentes de celles qui ont justifié la collecte. Le règlement il va prolonger les mécanismes prévus par le RGPD en adressant les obstacles qu'on a rencontrés donc avec ces règles, notamment la fragmentation des règles à l'échelle de l'Union européenne en proposant un système européen qui se veut harmonisé et fiable et évidemment conforme aux droits fondamentaux. Et donc, comme je le disais, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est dans le cadre d'un règlement et donc la participation des États membres à ce système est obligatoire. Donc, pour se concentrer sur l'utilisation secondaire, les catégories de données de santé qui sont concernées, elles sont très larges, même si on parle de catégories minimales dans le règlement. On va des données du soin, des données de cohorte, des registres, des applications de bien-être. Elles englobent les données génétiques, génomiques, épigénomiques, omiques, et le périmètre est plus large que celui du RGPD, puisque sont ici concernées les données personnelles et non personnelles, englobant donc les données anonymisées. Sont aussi couvertes de manière intéressante les données couvertes par le droit de propriété intellectuelle. Le règlement y prévoit des finalités autorisées. Donc, au-delà de la recherche scientifique, on a l'intérêt public dans le domaine de la santé, les politiques publiques, l'éducation, les statistiques ou encore l'amélioration du soin. Il y a des finalités interdites qui sont prévues et pour n'en citer qu'une, par exemple la publicité ou le marketing. Concernant précisément l'utilisation secondaire des données génomiques, donc déjà à noter qu'on n'a pas de définition prévue des données génomiques dans le règlement et on avait dans la proposition de la Commission une position qui consistait à traiter les données génomiques au même titre que les autres données de santé. Cette position elle était d'ailleurs défendue par de nombreux acteurs de la recherche pour parvenir enfin à avoir des règles qui seraient harmonisées pour l'utilisation secondaire des données. Mais cette position a largement fait débat lors des discussions sur le texte, notamment sur le point de la préservation de l'autonomie des personnes concernées, car rien n'était prévu dans cette première proposition, pas de consentement, pas de non-opposition, seulement une information générale. Donc, ce qui a été introduit dans le texte final, c'est la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette utilisation secondaire. Donc c'est le principe de l'opt-out avec une information générale et non pas individuelle. Et pour 4 catégories de données concernées par le règlement, les États membres pourront introduire des mesures plus strictes et des sauvegardes additionnelles. Donc dans ces 4 catégories de données, on retrouve les données génétiques, génomiques, épigénomiques, omiques. Donc finalement, on peut se dire qu'on retombe un peu sur ce qui était prévu par le RGPD avec des risques d'arriver à un paysage à nouveau fragmenté en Europe pour la réutilisation des données. Des dispositions ont été prévues pour passer outre ce droit d'opposition exprimé, notamment pour assurer la complétude des bases de données dans certains cas précis et notamment mentionner le cas de la recherche scientifique pour des raisons importantes d'intérêt public avec par exemple le cas des maladies rares qui est mentionné. De manière intéressante pour les données génomiques, on a des dispositions qui sont prévues pour le retour de découvertes importantes relatives à la santé d'une personne physique découverte par un utilisateur de données.
Donc en pratique, on aura un catalogue des données de santé qui sera disponible pour chaque État membre auprès d'un organisme d'accès aux données de santé national désigné. En France, très certainement le Health Data Hub, et un catalogue européen qui va rassembler ces différents catalogues nationaux. L'objectif, ce n'est pas du tout celui de centraliser les données à l'échelle européenne, mais plutôt de référencer les différentes données qui sont disponibles à travers des catalogues de métadonnées. Donc schématiquement, on aura un utilisateur de données qui fera soit une demande d'accès aux données, soit une demande de données. Donc là, ça sera juste un résultat statistique qui sera délivré auprès donc, de cet organisme d'accès aux données de santé nationale, aussi dénommé HDAB pour Health Data Access Body. Ce HDAB évaluera la demande sous 3 mois et en cas d'autorisation, il demandera au détenteur de données de santé de mettre à disposition les données lui-même sous 3 mois. Et le HDAB mettra à disposition ces données sur un espace de traitement sécurisé, empêchant tout téléchargement des données, sauf si on est dans le cas de données non personnelles. Donc le principe, c'est celui d'une mise à disposition de données dans un format anonymisé, mais si on a une justification qui est donnée, on pourrait avoir accès à des données pseudonymisées. Donc pour entrer dans le détail des qualifications qui sont introduites par le futur règlement, une des qualifications qui aura le plus de conséquences pour les acteurs, c'est celle de détenteur de données de santé parce qu'elle va concerner une très large diversité d'acteurs allant des hôpitaux aux industriels, aux cliniques ou encore aux instituts de recherche. Cette qualification, elle va impliquer une obligation de mise à disposition des données de santé détenues, donc des données de santé qui sont concernées par le règlement, mais comme on a vu qu'elles étaient très larges, voilà, sous 3 mois, lorsque une autorisation aura été accordée par le HDAP. Les chercheurs individuels et les personnes physiques ne seront pas concernés par cette qualification. Et la version finale a introduit une nouvelle qualification qui est celle de Trusted Data Holder ou détenteur de données de santé de confiance, qui permettra à certains détenteurs de données de santé reconnus comme tels par les États membres, notamment du fait de leur expérience dans le domaine, de pouvoir évaluer par eux-mêmes les demandes d'accès aux données en laissant tout de même le dernier mot aux organismes d'accès aux données de santé. Au niveau national, donc comme je le disais, on aura un ou plusieurs organismes d'accès aux données de santé désignés. Donc il statuera sur les demandes d'accès aux données ou demandes de données, il les mettra à disposition dans cet environnement de traitement sécurisé et aura évidemment des obligations envers les personnes physiques, des obligations de transparence ainsi que des obligations de coopération européenne. Le règlement y fixe des exigences en matière de sécurité et d'interopérabilité pour les environnements de traitement sécurisés. Et ensuite, on aura la qualification d'utilisateur de données de santé pour la personne physique ou morale à qui aura été délivrée une autorisation d'accès aux données. Des obligations sont associées, par exemple le fait de rendre publics les résultats sous forme anonyme ou d'informer les HDAB en cas de découverte importante concernant la santé d'une personne physique. Au niveau de la gouvernance européenne, on aura une infrastructure européenne nommée Health Data at EU qui est, elle, vraiment dédiée à l'utilisation secondaire et qui, en fait, va coordonner et connecter les différents HDAB nationaux. Et on ne pourra avoir d'autres participants que les HDAB reconnus en tant que participants autorisés à cette infrastructure. Et enfin, un comité de l'espace européen des données de santé qui vise à faciliter la coopération et l'échange d'informations entre États membres et commissions pour assurer la bonne mise en œuvre du règlement. Donc si on essaye d'appliquer ces nouvelles qualifications juridiques aux plateformes du plan France Médecine Génomique, le CAD, les laboratoires Oragen et Sequoia pourraient être qualifiés de détenteurs de données de santé, impliquant donc cette obligation de mise à disposition des données sous 3 mois dès réception de la demande par le HDAB, sauf si on a des oppositions de personnes. Le CAD pourrait être qualifié peut-être même de détenteur de données de confiance par le droit national si l'environnement de traitement bulle sécurisé dont il dispose est reconnu comme conforme aux requis qui sont fixés par le règlement et s'il dispose des moyens pour traiter les demandes d'accès dans le cadre de cet espace européen des données de santé. Et donc les chercheurs impliqués dans le plan France Médecine Génomique pourront demander l'accès aux données disponibles et être qualifiés de détenteurs de données. Un point qui a pu interroger certains auteurs, c'est celui de l'interaction de ce système européen avec les comités d'éthique de la recherche.
Donc le règlement, de manière générale, il prévoit de se reposer sur ce qui est prévu par le droit national. Mais on a quand même certaines questions qui restent en suspens. Est-ce que le système européen prévaudra sur la gouvernance propre des acteurs de la recherche concernés? Certainement que oui. Comment seront coordonnés les différents avis éthiques en cas de demande d'accès à des données qui sont détenues dans différents États membres? Et qu'en est-il de l'évaluation éthique des demandes d'accès aux données de santé pour les finalités autres que celles qui sont liées à la recherche scientifique et qui sont prévues par le règlement, comme par exemple les politiques publiques ou encore les statistiques? Également, on peut se demander comment les initiatives européennes en matière de recherche vont interagir avec ce système européen. Donc on s'est demandé quelle qualification le GDI pouvait avoir, peut-être qu'il pourra être qualifié de participant autorisé à la plateforme healthdata@EU, qui prévoit notamment la possibilité d'avoir des infrastructures de recherche soutenant l'utilisation secondaire de données de santé. Et donc cela pourrait permettre l'accès aux données du GDI pour la recherche européenne. Également, elle pourrait être peut-être qualifiée de détenteur de données de santé de confiance en se rattachant à un État membre, ou bien en tant que réseau de données transfrontalier tel que prévu par le règlement, et permettre l'accès avec un coordinateur désigné. Et c'est ma dernière slide. Rapidement, donc du coup, on voit que l'espace européen des données de santé, il représente autant un potentiel levier pour la recherche génomique. On pourra avoir des données qui seraient plus visibles, des plateformes aussi plus visibles pour l'avancée de la recherche génomique. On pourra avoir des mécanismes et des critères d'accès harmonisés. On a aussi un système de redevance qui serait harmonisé et qui pourrait permettre la pérennisation des infrastructures. Et enfin, avoir une gouvernance qui serait globale, participative des acteurs européens et nationaux de la recherche génomique. Et pour les challenges, le fait de mettre à disposition les données, notamment au regard des relations que ça avec les individus qui sont concernés, qu'est-ce que ça impliquera d'un point de vue des notices d'information et de consentement peut-être, le respect des délais imposés par le règlement évidemment, la coordination des avis éthiques, et on espère que l'expérience des chercheurs sera valorisée. Merci et désolée d'avoir dépassé. Merci beaucoup Lisa. Ça lève, toutes les mains se lèvent. Allez, Frédéric. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation d'une usine à gaz future, parce qu'on avait déjà le RGPD, maintenant on en a un deuxième, c'est l'espace européen des données de santé. Et peut-être pour compléter l'usine à gaz, ça fait le lien avec l'initiative One Plus Million Genome dans lequel on participait, dans lequel il y a le GDI, et dans lequel il y a un projet maintenant de transformer de lui donner une infrastructure, une entité légale, sous la forme d'un EDIC. Et comme tout est en train de se mettre en place en ce moment, il y a un groupe de travail en lien avec Regina, Anne, que vous connaissez, qui réfléchit à la façon dont cet EDIC pourrait s'articuler dans cette plateforme européenne au niveau de l'EHDS. Et donc, ils explorent plusieurs pistes. Alors, il y en a une que vous avez mentionnée, je ne pourrais plus vous dire laquelle. Mais en tout cas, oui, c'est une réflexion au niveau européen de voir comment ces outils s'articulent, en sachant que la partie One Plus Million Genome a commencé bien avant l'espace européen des données de santé. Donc, en fait, ils ont sans cesse fait un travail pour voir s'il fallait attendre l'espace européen. Finalement, non. Et après, comment on peut s'articuler avec. Sandrine. Merci beaucoup, je ne me représente pas. Petite question, effectivement, sur vos derniers points, sur les questions effectivement d'information des personnes concernées. Est-ce que c'est prévu que ce soit justement ces espaces qui détiendraient cette information à partager au public? Parce qu'on sait que si c'est de la non-opposition, les personnes doivent quand même recevoir quelque part une information. Une des idées, c'était de la mettre à disposition. Est-ce que c'est prévu quelque part ou pas du tout pour l'instant? Ouais. Merci pour votre question. Du coup, ce qui est prévu pour l'instant, c'est vraiment donc, le principe de non-opposition qui a été intégré. Et sur l'information, on a vraiment uniquement une information générale qui est prévue
à l'échelle de l'organisme d'accès aux données, donc Health Data Hub. Mais vu que pour les données génétiques et génomiques, on pourra avoir des dispositions supplémentaires qui seront intégrées, on imagine que du coup, ça reposera sur le droit national et sur ce qui est prévu. Et du coup, pour vous répondre, donc, pour l'information individuelle, pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est juste un principe d'opposition générale à exprimer sur, du coup, par exemple, le site du Health Data Hub, de manière, je ne sais pas si ça sera général ou si comment ça sera mis en place, si on aura quelque chose de gradué en fonction des types de données. Mais ça, je pense que ça sera vraiment au niveau de la loi nationale que ça sera arbitré. Oui, et ce d'autant plus, quand même, juste je rebondis sur ça, ce d'autant plus qu'il va falloir aussi quand même articuler ça de nouveau avec le RGPD, et enfin, il y a quand même quelques incohérences dans tout ça. Allez-y, ensuite il y aura une question dans le chat. Oui, Philippe-Jean Bousquet-Cad. Et juste pour complexifier un petit peu les choses, un acteur dont vous n'avez pas parlé, qui est la délégation du numérique en santé, DNS, ce qui fait qu'en fait l'ensemble des acteurs que vous avez indiqués n'est pas encore figé. Et que donc du coup, est-ce qu'il y a un ou plusieurs HDAB en France? C'est pas certain. Qui sera ou qui seront les HDAB? C'est pas certain. Et donc voilà, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le mécanisme que vous donnez, qui est de dire qu'on veut partager les données, faire de l'interopérabilité. C'est ça le point important. Et puis après, qu'il y ait un, plusieurs acteurs, je veux dire, on s'en fout un peu. Le principe, c'est que ça fonctionne et que ça partage. Oui, alors peut-être tu peux répondre. Oui, bah, enfin là, c'était au niveau. Oui. Oui, et puis même là, le rapport sur la feuille de route de l'utilisation secondaire le montre bien qu'il va y avoir vraiment un gros enjeu pour fédérer les acteurs de l'écosystème. Et après, oui, mais même les discussions sur comment on se répartira les missions du HDAB. Bon, là, dans le rapport, justement, il cite le Health Data Hub pour avoir quand même un système qui serait centralisé pour faciliter tout ça, mais en restant en fait sur ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser la CNIL pouvoir évaluer les demandes d'accès pour des données qui seraient pseudonymisées, ce qui est normalement pas le principe dans le cadre de l'espace européen des données de santé, mais qui est en recherche. Ça va être compliqué d'être que sur des données anonymisées, donc affaire à suivre. Il y a encore, tu n'es pas encore sorti d'affaire. Il y a encore une question dans le chat et puis une question de Anne. Donc Gaël Le Folgoc, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est une donnée de santé dans le cadre de ce texte ? Est-ce que les données issues de recherche en santé, exemple celles issues des projets pilotes du PFMG notamment, et ne nécessitant pas, par exemple, d'être conservées dans un environnement hébergeur de données de santé, sont concernées? Donc, en gros, est-ce que les données qui sont issues, qui sont des résultats de recherche, est-ce qu'elles sont concernées par... Alors, je pense que oui, parce que quand on regarde les catégories de données qui sont visées par le règlement, elles sont vraiment extrêmement larges et jusqu'à inclure donc les données qui ne sont plus même personnelles. Donc, on est vraiment sur un cycle de vie de la donnée qui est très très complet. Donc, j'aurais tendance à dire oui. Anne. Oui, ma question, c'est sur les définitions. Tu as dit qu'il n'y avait pas de définition dans ce texte des données génomiques, mais dans le RGPD, on a une définition des données génétiques. Et quand... Bon, donc ça, c'est ma première question, l'articulation entre les deux. Et la deuxième, qui est reliée, c'est quand les États ont des définitions dans leur propre loi. Comment tout ça va se... Pardon, juste vraiment réponse très très courte parce qu'on est très très en retard. Ok. Je pense que ça aurait été bien d'avoir une définition au niveau européen pour savoir de quoi exactement on parle, comme ça a pu être proposé dans le draft de principe qui a été proposé par l'OMS récemment. Je pense que ça mérite peut-être d'être clarifié. Et pour le droit national, je pense que là, du coup, il va falloir un peu s'aligner sur les définitions européennes pour que ce système fonctionne au service de la recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lisa et merci pour vos questions. Donc j'appelle maintenant et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Marion Drouin-Mollard et Sandrine de Montgolfier qui vont nous présenter les résultats d'un projet que je connais un tout petit peu,
qui s'appelle « Quel sens donner au consentement aux investigations génomiques en oncologie pédiatrique, regard croisé d'enfants, de parents et de professionnels ». Mesdames, c'est à vous. C'est bon ? Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Nous venons vous présenter nos travaux et proposons de répondre à la question suivante. Quel sens donner au consentement aux investigations génomiques en oncologie pédiatrique en croisant les regards d'enfants, de parents et de professionnels à l'appui des travaux, à l'appui des résultats de notre recherche GenInfoKid. Slide suivante. C'est bon ? Nous commencerons par vous présenter le contexte clinique et le contexte en sciences humaines et sociales dans lequel GenInfoKid est arrivé, la méthodologie de cette recherche, les résultats issus des 3 axes d'analyse et une discussion globale à l'appui de ces résultats. Le contexte clinique. L'analyse du génome par de nouvelles techniques de séquençage est proposée à différents moments et dans différentes conditions dans le parcours de soins des enfants atteints de cancer solide ou liquide. Et ainsi, ce peut être, par exemple, en cas de recherche de donneurs pour une greffe, ou bien encore en cas de rechute, ou bien dans d'autres contextes. En sciences humaines et sociales, nous avons dégagé les problématiques suivantes à l'issue d'une revue de la littérature internationale qui est en cours de publication dans le Journal of Genetic Counseling. Et les problématiques qui ressortent fortement, c'est comment définir un rôle juste pour l'enfant dans ce contexte, la particularité de la temporalité de la génétique dans ce contexte très sensible du cancer, accompagner la prise de décision par la prise en compte du contexte familial, l'intérêt de l'enfant qui représente un dilemme pour les professionnels, et quels repères pour les données incidentes et les variants de signification inconnus. Donc ce projet a été financé de novembre 2018 à novembre 2022 dans le cadre d'un financement 1K SHS. Et il impliquait 3 équipes, dont celle d'Emmanuel ici présente, et 3 équipes de SHS et 5 équipes cliniques. Donc il y avait 3 axes à ce projet qu'on va vous développer par la suite. Et bien sûr, on a eu un avis éthique favorable pour réaliser ces différents axes. Le premier axe voulait explorer le cadre éthique, légal et les enjeux pour les professionnels de santé, parce que c'est bien beau d'étudier ce qui se passe pour les personnes concernées, mais en fait, il se trouve que c'est important aussi de prendre le pouls des changements de pratique que ça peut avoir pour les professionnels. Donc, dans cette étude, il y avait plusieurs objectifs, donc, comme son nom l'indique, analyse vraiment des guidelines qu'il pouvait y avoir, mais également réalisation d'entretiens avec un certain nombre de professionnels de santé concernés, donc 37, qui nous a permis de dégager plusieurs éléments. Donc d'abord que ces professionnels sont tout à fait conscients de la complexité, donc qu'ils soient oncologues prescrivant de la génétique ou de la génomique ou oncogénéticiens, et donc une variabilité de situations qui sont susceptibles d'arriver. Une justification des pratiques de prescription d'actes génomiques liés à l'urgence des traitements ou du besoin de greffe, par exemple, comme cité précédemment. Un désir qui était celui de vouloir séparer ce qui pouvait se passer en somatique du constitutionnel, et pourtant la reconnaissance que les deux maintenant sont totalement entremêlés dans la pratique, ce qui pose des questions. Et une demande de leur part de critères pour questionner le rendu des données incidentes. Un cadre juridique qui se clarifie au cours du projet avec bien sûr la loi de bioéthique de 2021, mais avec des inconnus encore sur l'application de celui-ci. Et on a vu que c'était en cours encore, en particulier sur les données incidentes, mais questionne aussi la question de l'information à la parentèle, puisque effectivement, on est encore dans un cadre qui élargit cette application de l'information à la parentèle, mais qui n'a pas forcément encore complètement rendu les éléments factuels. Et donc un cadre légal encore à approfondir concernant les enfants, puisque le texte actuel n'en parle pas. L'axe 2 de ce projet décrit les aspects psychologiques du séquençage génomique chez les enfants atteints de cancer et chez leurs parents. Les résultats de cet axe ont fait l'objet d'une publication à l'European Journal of Human Genetics qui a été acceptée en juin dernier. Nous avons réalisé donc dans le cadre de cet axe 48 entretiens avec des enfants et des parents avant et après le résultat génétique.
Les entretiens retranscrits ont été analysés selon une analyse thématique dont il se dégage les éléments suivants qui sont inscrits sur la slide, avec notamment l'identification en fait, de facteurs qui influencent la compréhension, avec cette idée très prégnante que la génétique, dans le cadre du cancer, mobilise des mouvements psychiques qui sont assez contraires chez les familles, où le cancer va précipiter dans une forme d'urgence qui laisse en fait assez peu de place pour consentir. Et la génétique, dans ce cadre, est surtout perçue dans sa dimension d'utilité ou de non-utilité immédiate pour le cancer. Des niveaux de disponibilité psychique et de compréhension qui sont très variables chez les enfants et les parents qu'on a interrogés, et une influence du type de consultation, donc que ce soit une consultation oncogénétique dédiée ou une consultation qui est plus oncologique, sur donc l'influence du type de consultation sur la perception de la démarche. Et enfin, la différence entre les tests somatiques et ou germinaux qui est perçue souvent d'une façon assez floue pour les familles. Donc ça interroge sur quelle place pour une décision. Et du coup, les personnes qu'on a interrogées nous rapportent des expériences très variées quant au sentiment de décision, avec pour certains une hésitation plus ou moins forte et un sentiment de consentement qui est assez variable. La place de l'enfant dans les consultations a aussi extrêmement varié, entre des enfants qui étaient présents, d'autres absents, d'autres actifs dans la consultation et d'autres totalement indisponibles psychiquement, et avec un ajustement relationnel des adultes qui se fait plus ou moins. Sur l'anticipation des résultats de ces familles oscille entre des attentes et des craintes qu'on vous a listées, sur lesquelles on pourra revenir plus en détail si vous avez des questions là-dessus, et donc des réactions après le résultat génétique qui sont très variées par rapport à la démarche génétique, entre une mise à distance du résultat pour les enfants et les parents, parce que en fait, ça n'a pas d'implication directe sur le quotidien, un soulagement de la nature du résultat qui vient valider une stratégie thérapeutique, ou bien un soulagement parce qu'il n'y a pas d'implication familiale ou pas d'implication de transmission, ou bien une déception parce que le résultat laisse un vide étiologique. Ça ne donne pas d'explication au cancer. Donc ça peut aussi faire émerger de la déception chez les gens qu'on a interrogés, ou bien un manque d'explication, ou encore le résultat va insigner le fait qu'il n'y a pas d'ajustement thérapeutique possible. Et donc sur la question des données incidentes, dans les familles qu'on a interrogées, ça a été quand même assez largement méconnu pour eux d'avoir accès à ce que ça représentait, mais pour ceux qui en ont eu un peu une connaissance, il y a eu pour certains, ils ont énoncé un désir de savoir pour se préparer, pour anticiper, mais qui était très souvent accolé à une inquiétude quant au résultat possible et à ce que ce résultat révélerait. Et deux parents qu'on a interrogés ont dit qu'ils ont ressenti à l'issue d'un résultat qui était non significatif un soulagement en après-coup, avec un père qui disait même si la dernière fois je vous ai dit on a envie de savoir, en fait jusqu'à un certain point on a envie de savoir. Donc l'axe 3 de ce projet était une recherche-action. L'objectif est de travailler sur la notion d'information, puisque les oncopédiatres nous avaient souligné le fait qu'ils se sentaient un peu désemparés pour adapter l'information qu'ils avaient à délivrer, aussi complexe, sur ces notions de génomique. Et donc il nous a semblé à propos de réaliser des focus group avec des enfants et des parents pour essayer de co-construire avec eux et d'interroger leurs besoins en termes d'information. Donc nous avons réalisé une vingtaine de focus group et à l'issue de ce projet, et presque en parallèle, j'ai pu intégrer le groupe dont vous a parlé Frédéric Novak tout à l'heure, coordonné par l'INSERM et le PFMG et le ministère sur ces notices et l'adaptation des notices. Donc en gros, dans les résultats, il y a un repérage assez spontané de la part de ces enfants et des parents des enjeux éthiques de ces tests. Ça a été vraiment intéressant et on en a publié un papier sur cette question qu'en fait, le repérage des enjeux éthiques, ils sont capables de les énoncer de manière très spontanée, sur la difficulté par exemple à transmettre l'information dans les familles. Ce qui s'est exprimé très fortement, c'est la valeur complexe, mais symbolique du consentement. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le terme de symbolique, mais en fait ça a été exprimé par certains, disant qu'en fait ils n'avaient pas forcément de choix, mais ça leur paraissait évident qu'il fallait qu'ils puissent réaliser un consentement. En revanche, ils expriment aussi la difficulté éventuelle à faire un choix. Donc des propositions qu'ils ont énoncées
le fait de garder cette notion du droit de savoir ou de ne pas savoir et de respecter finalement l'enfant aussi s'il n'a pas forcément le même avis que ses parents, des propositions des enfants, de dire qu'éventuellement ils pourraient ne pas recevoir la même information que leurs parents, en tout cas pendant un temps, au moment de la maladie. Des demandes de réitération de l'information et une information qui doit être adaptée selon leur degré de maturité et donc le travail réalisé dans le groupe précédemment cité. Nous notons donc en conclusion de discussion une juxtaposition des dilemmes éthiques entre les soignants et les patients sur la place du savoir, sur la valeur de l'information et sur le sens du consentement, avec comme un malentendu structurel entre les acteurs, où il s'agit de repenser la temporalité en prenant en compte que le moment de la proposition s'inscrit dans un contexte clinique sensible, là, le cancer. Le consentement avec l'information est un processus dynamique à reprendre à distance du consentement initial, des résultats obtenus, mais aussi des enjeux plus à distance en termes de recherche, de conservation des échantillons, de relecture des résultats, etc. Les résultats montrent également qu'il est indispensable de tenir compte des représentations, des attentes, du désir de savoir, de la disponibilité psychique et du niveau de compréhension des familles rencontrées pour éviter les malentendus. L'indisponibilité psychique et l'oubli pouvant être des mécanismes de protection de ces familles, il peut être pertinent que les professionnels essaient de les repérer. La pertinence aussi des dispositifs de consultation spécifiques multidisciplinaires avec des oncologues, des oncogénéticiens, des conseillers en génétique, des psychologues, dans l'accompagnement pré- et post-test génomique, où les psychologues qui sont formés à la génétique peuvent jouer un rôle essentiel dans le soutien des familles en explicitant leurs représentations, leurs attentes et leur vécu avant et après le résultat du test. Le fait aussi de différencier les consultations en fonction de la nature du résultat, entre une consultation pour le résultat primaire et une consultation pour les données incidentes par exemple. Et la place de l'enfant doit être repensée. Le consentement qui a donc une valeur importante, et particulièrement pour les adolescents jeunes adultes, sans pour autant remettre en question la place des parents dans la décision. Le fait, une demande de reprise aussi du contenu du consentement pour ces enfants, du contenu de l'information et des résultats à mesure que l'enfant grandit et à ses 18 ans. Et enfin, une nécessité d'ajuster le dialogue pendant la consultation au degré de maturité de l'enfant et à son désir de savoir et de ne pas savoir. Donc les perspectives, il faudrait, à mon sens, et nous travaillons dessus, continuer ce travail qualitatif par une enquête quantitative. Et dans le cadre du projet, nous avons construit un questionnaire qui a été construit, co-construit, validé, et que maintenant il faudrait qu'on puisse trouver des moyens financiers pour le mettre en œuvre. Ensuite, on a aussi surtout ce travail sur les notices d'information qu'il faudrait évaluer dans la pratique clinique, est-ce qu'ils sont utilisés ou non. Et plus généralement, on se pose des questions sur comment penser l'usage de la génomique comme un enjeu de santé publique dans un contexte de preuves et de connaissances non stabilisées qui nous semble vraiment important, puisque les parents, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'après-midi, veulent bien y aller, mais attendent de l'actionnabilité. Il faut qu'on apporte les preuves de cette actionnabilité. Et quelle responsabilité, de fait, ça implique pour nous, les acteurs, en termes d'accompagnement de ces personnes tout au long de leur parcours de soins. On remercie l'ensemble des parents et enfants qui ont participé à cette étude et toutes les personnes engagées dans ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Xavier Broutin pour Alliance Maladies Rares. Est-ce que justement vous avez été confronté à des oppositions de consentement entre les enfants et les parents, et qu'est-ce qui a été arbitré concrètement dans ces cas-là? Merci. Alors on a discuté avec des services qui ont été confrontés à ces questions-là. Très clairement, des dispositifs de temps, d'extension de la temporalité ont été mis en place pour creuser. Ça pouvait être des enfants qui voulaient, souvent des jeunes, des adolescents qui souhaitaient faire le test et des parents qui ne souhaitaient pas faire le test. Et je pense que là, il y avait une discussion pluridisciplinaire qui a pu être mise en place, avec cette question aussi de la pertinence éventuellement d'attendre les 18 ans si ce test n'était pas urgent. Et là, c'était le cas dans l'exemple que je viens de donner. Mais sinon, dans la plupart des cas, aucun adolescent interrogé ne remettait en cause le fait que c'était le parent qui devait décider pour eux. Dans les focus groups, ça a été très clair. En revanche, ils veulent qu'on leur demande aussi ce qu'ils ressentent sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Est-ce qu'il y a une question en ligne? Non.
question. Alors je voudrais moi peut-être faire une remarque plutôt qu'une question. Voilà, juste dire que ce travail est quand même extrêmement important parce que ça a été un des premiers qui a été fait dans le champ des sciences humaines et sociales sur la minorité en particulier, sur les enfants mineurs. Quand on sait que cette catégorie d'enfants mineurs, pour le droit, elle a l'air simple et en pratique, elle est extrêmement hétérogène. Et voilà, et je trouve que les résultats montrent des choses extrêmement intéressantes pour tous les professionnels qui travaillent avec des enfants, ou en tout cas dans le domaine de la pédiatrie, en montrent toute la complexité et surtout apportent un certain nombre de ficelles, d'arrangements aussi avec la loi, parce que la loi ne nous aide pas des masses, hein, tu l'as dit, mais d'arrangements avec la loi qui, voilà, j'espère, pourront être utiles à l'ensemble de la communauté. Donc merci beaucoup.